Alors, un peu au travers des résultats de l'Axel, du baromètre de l'Axel, il y a un sujet à seconde main. On en a vu beaucoup des sujets, mais la seconde main est là. Et je pense que tous, en tant que consommateurs, on perçoit bien les évolutions qui arrivent dans la façon de consommer. Effectivement, la seconde main vient répondre aussi à des enjeux conjoncturels, puisque même si dans le fond et structurellement, consommer mieux pour des sujets de durabilité et un réel motif, celui de la sensibilité au prix, est aujourd'hui clairement quelque chose qui vient en critère numéro 1. L'ensemble des acteurs du commerce en ligne, quels qu'ils soient, et pas qu'en ligne d'ailleurs, du commerce en général, se lancent de plus en plus dans des initiatives de seconde main. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder ces sujets-là sous différents prismes avec des acteurs qui sont des plateformes ou des acteurs qui sont du retailer. Santiane, qui est chef de projet transformation chez Petit Bateau, elle va se présenter un peu mieux, vient nous raconter l'histoire de cette marque emblématique et que nous tous connaissons. On a Flora qui vient représenter Rakuten, qui est responsable de la communication corporate chez Rakuten. Rakuten aussi, vous connaissez tous, c'est une marque bien implanté dans le paysage et qui a construit son offre initialement sur du C2C. Donc on est déjà dans de la seconde main. On va voir comment Rakuten a cranté le système, a développé, est allé encore plus loin. Et puis enfin, on a Arnaud Leroux qui représente Showroom Privé, en tant que Chief Innovation Officer. Arnaud qui va pouvoir nous raconter comment cette plateforme, très connue aussi, avec un patron qui a été très connu, très emblématique, se lance dans la seconde main, s'est lancé dans la seconde main et nous présenter un peu ses retours d'expérience. Mais avant, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez, s'il vous plaît, juste vous présenter un tout petit peu plus que ce que je viens de faire, de façon un peu plus personnalisée. Santiane, à toi. Merci beaucoup. Santiane de Dieu le veut, moi je travaille chez Petit Bateau. Alors toujours une petite carrière dans le milieu du digital, toujours. Avant ça, j'étais chez Danone sur pareil, des déploiements d'écosystèmes digitaux et d'écosystèmes data pour une marque du portefeuille Danone. Avant ça, L'Oréal, chargé d'une application mobile de e-learning et de social media pour le travel retail. Et début de carrière chez Darty de mon côté. Et du coup, aujourd'hui, chez Petit Bateau, je suis au projet stratégique transverse transformation. Je pense que comme beaucoup d'acteurs du textile, on a des gros enjeux, nous, pour tenir bon la barre, hein, sans mauvais jeu de mots avec Petit Bateau. Et on fait plein de choses très intéressantes dont on va pouvoir parler. Merci beaucoup Santiane. Flora, à ton tour de nous présenter qui tu es et qui est Rakuten un peu plus en détail. Oui, merci Cyril. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Flora Louvet. Je suis responsable de la communication corporate de Rakuten France. Rakuten France aujourd'hui, donc c'est une plateforme de shopping en ligne qui propose des produits neufs, d'occasion et reconditionnés. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins entre différents types de consommation. Et ce sont donc des produits vendus par des professionnels ou des particuliers. Donc voilà, nous on est un pur intermédiaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre nos propres produits, on n'en a pas, on ne fait pas concurrence à nos commerçants. Et donc, justement, ça nous permet d'être dans une démarche partenariale avec tous nos vendeurs. Merci Flora. Arnaud, à toi de nous présenter un peu Showroom et la seconde main et peut-être les ambitions qui sont les tiennes au poste que tu occupes. Alors merci pour l'invitation. Donc pour le coup, effectivement, je suis arrivé il y a 2 mois et demi chez Showroom Privé et en tant que Chief Innovation Officer, en effet. Avant, j'étais chez Total Energy, donc j'ai un peu switché quand même de domaine. Et puis j'ai eu pas mal d'expérience avant dans d'autres types d'industries. Showroom Privé, acteur du reselling, de la revente. Nous finalement, on est un acteur non pas de la seconde main, mais on est plutôt un acteur de la première main, parce que Showroom Privé est au service de ses
ses partenaires pour revendre des stocks d'invendus initialement. C'est le business model, 18 ans d'existence, des millions de clients par an. Et effectivement, nous revendons à la base des invendus de nos partenaires que l'on remet sur le marché. Donc c'est une première vie. Et on s'intéresse de près depuis quelques années à la seconde main, pour passer de la première vie, voire de la seconde vie à la seconde main. Et c'est aussi l'histoire qu'on est venu co-raconter avec mon compère du jour. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais rester avec toi pour aller un peu plus loin et parler du rôle de la tech dans la transformation du marché de la seconde main. Quel est-il? Comment, finalement, chez Showroom, la tech vient faciliter je sais pas, la vente de produits de seconde main? Est-ce qu'il y a un vrai rôle de la tech là-dedans? Alors, on pourrait paraphraser un peu ce que disait Dominique tout à l'heure. Tu en parlais sur l'IA, mais c'est valable pour la tech. Faire de la tech pour de la tech, c'est pas ça le but. Et donc vouloir à tout prix introduire de la tech sur le sujet de la seconde main, qui est un sujet sociétal. C'est pas ça le but, et donc c'est pas ça notre but, c'est pas ça mon but. Par contre, utiliser les bonnes technologies au service des use cases qui arrosent le sujet de la seconde main, voire aller trouver quelles sont les pépites de la tech qui sont en train de travailler sur des sujets de la seconde main, ça c'est vraiment l'approche que l'on a nous chez Showroom Privé. Un acteur de la tech aujourd'hui, ça peut être la best application mobile qui a trouvé la bonne façon de proposer des services de seconde main. Typiquement, je vous dis ça parce que l'année dernière, on a injecté de l'argent et on est rentré au capital d'une boîte qui s'appelle Paradigme et qui est un acteur de la seconde main. On n'est pas là pour apporter de la technologie à cette boîte, elle le fait déjà très bien. Nous, ce qu'on propose, c'est un use case qui est, si vous achetez des produits de seconde main sur Paradigme, on vous donne des bons que vous pouvez réutiliser ensuite sur nos plateformes, sachant que Showroom Privé, c'est aussi Beauté Privée, c'est aussi The Braderie, qui sont aussi des marques qui proposent des sujets de seconde main. Donc on est allé vers des acteurs de la technologie qui pratiquent la seconde main, et on essaye d'apporter, mais on y reviendra pendant la table ronde, on ne va pas tout dire d'un coup, mais on essaye d'apporter effectivement des doses de technologie là où elles sont utiles, on en reparlera sans doute, mais il y a quand même des choses qui sont en train d'arriver, comme le pacte vert européen, avec des lois, et la DPP et des passeports numériques, des sujets qui sont finalement très deep, très tech, sur lesquels on se positionne en effet pour accompagner nos partenaires, nos clients, voire nos entreprises, puisque maintenant on a plusieurs sites, plusieurs marques. Merci Arnaud. Flora, autre plateforme, autre façon de faire. Comment la tech, elle aussi, vient finalement servir les intérêts des enjeux de seconde main de la plateforme Rakuten? Oui, alors l'innovation au service de l'économie circulaire, c'est un sujet qui nous passionne et qui nous intéresse depuis nos débuts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Price Minister, c'était dans les années 2000. Donc après, on a évolué et puis on a changé de nom. Aujourd'hui, nous sommes Rakuten France, mais à l'origine, Price Minister était positionné sur justement la vente de produits d'occasion, principalement des produits culturels, des livres, des CD, des DVD. Et donc on a gardé cet ADN aujourd'hui. Donc en tant que pure player du digital, finalement on est une plateforme avec des équipes tech qui sont avec une centaine de talents chez nous qui travaillent sur la façon dont on peut améliorer notre plateforme et proposer aussi des nouvelles fonctionnalités à nos acheteurs et nos vendeurs pour favoriser la rencontre de l'offre et de la demande justement sur ce marché de la seconde main. Donc en fait, on travaille notamment aujourd'hui sur notre catalogue, la qualité du catalogue et les références qu'on va pouvoir proposer aux acheteurs, parce qu'aujourd'hui on a plus de 200 millions de références produits, 50 millions de références de seconde main. Donc on a une offre qui est très riche. Maintenant, l'enjeu, c'est de la structurer, de faire le tri dans ces références-là. Et donc, la technologie nous aide. On parlait des fiches produits tout à l'heure. C'est effectivement un gros sujet pour nous de présenter cette offre parce qu'en fait, on a besoin aussi de la rendre aussi compétitive que le neuf et donc permettre à nos 15 millions d'utilisateurs mensuels d'avoir accès à cette offre de seconde main.
Merci Florent. La question, je la porte également à Santiane. En préparant, tu me disais effectivement que la tech pour la tech, c'était pas forcément ce qui servait les ambitions de Petit Bateau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et malgré tout, comment la tech est finalement utilisée ou réutilisée chez Petit Bateau? Ouais, exactement. Moi, je suis vraiment. Cette question, je la trouve hyper intéressante parce que, en plus de ça, on en a un peu parlé précédemment. C'est la tech pour la tech. Il faut faire très attention parce que toutes les solutions ne sont pas magiques aussi. Il faut vraiment bien penser son besoin et bien réfléchir à exactement ce qu'on veut faire pour rationaliser un petit peu aussi toute notre utilisation de nos outils. Et nous, notre parti pris pour la seconde main, pour le déploiement de la seconde main, ça a été de se dire, en fait, on peut utiliser des outils in-house, on peut réutiliser des technologies qu'on a mis du temps à développer, qu'on a mis du temps à installer, et on peut vraiment avoir une réflexion un peu, rationaliser un petit peu nos conceptions et notre façon de déployer le nouveau service. Donc, je pense qu'il faut... Je trouve que c'est toujours un petit peu galvaudé de se dire il faut forcément mettre une technologie, oui, mais laquelle, pourquoi c'est pareil autour de l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup de rêves. Ça a été un petit peu dit précédemment. Tout n'est pas magique et il faut aussi venir un petit peu réfléchir le modèle en fonction de ce qui sert le mieux notre entreprise, mais aussi du coup les ambitions de la société. Et nous, du coup, la seconde main, ça reste quelque chose de vertueux. Donc, on a vraiment cherché à réutiliser plutôt que implanter encore une nouvelle solution pour le plaisir d'implanter une nouvelle solution et de dire on a mis un truc hyper tech. Et concrètement, ça veut dire réutiliser quoi? Réutiliser nos outils, c'est-à-dire qu'en fait, on a dessiné tous nos flux, on s'est posé avec toutes les équipes, c'est vraiment un projet transverse et on a écrit tout le flux de notre produit, donc de la collecte auprès de nos clients jusqu'à la revente sur nos plateformes et dans notre réseau. Et en fait, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut réutiliser, comment on peut faire les choses intelligemment et là où on ne peut vraiment pas répondre à notre problématique, est-ce qu'on peut du coup déployer un nouvel outil? Donc c'est comme ça que nous, on a vraiment travaillé le modèle et qu'on a implanté notre modèle. Aujourd'hui, le modèle, tu parles de modèle, je fais une petite aparté, le modèle économique pour la seconde main chez Petit Bateau, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est en création, en croissance? Alors, quelque chose qui fonctionne, je pense que c'est un secret pour personne. La seconde main, c'est très, très dur de le rendre vraiment rentable. C'est quelque chose qui n'est pas forcément héroïste. Je pense que ça vient servir une plus grande cause justement que le business model entre guillemets. Donc nous, c'est quelque chose qu'on continue de travailler. On n'a pas encore trouvé un peu la formule magique. On se pose encore beaucoup de questions sur notre modèle seconde main. Et donc du coup, ça participe justement en fait à une réflexion globale autour des outils, de l'utilisation des outils, de comment ça fonctionne, du besoin de notre client, et on essaye de faire un peu de magie autour de tout ça. On cherche encore un peu, mais on n'est pas loin. Arnaud, chez Showroom, comment vous utilisez ou réutilisez la tech qui a déjà été développée? Est-ce que c'est quelque chose que dit Santiane qui fait écho aussi sur finalement une plateforme beaucoup plus grande avec des ambitions différentes, mais est-ce que l'état d'esprit avec lequel vous utilisez ou réutilisez la tech, c'est un peu le même? Oui, bien sûr. Il y a 18 ans d'expérience du digital. On a la chance aussi d'être un pur player du digital. On est né dans le... on a une petite intermède musical. Ouais. On peut se faire un petit trip de danse si vous voulez. On est né dans le Web 2, donc on a mis en place pendant 18 ans beaucoup de technologies au service de la vente de produits. Et effectivement, en vérité, le produit de seconde main, c'est le même produit. On est en capacité de le reconnaître, on est en capacité de le caractériser, on est en capacité de l'introduire dans notre dataset, on est en capacité de lui associer en effet une valeur qui elle-même est pondérée au travers de nouvelles variables et de nouveaux paramètres. Mais en vérité, ça veut dire switcher dans ce que l'on sait déjà faire pour apporter un nouveau vecteur qui est le vecteur seconde main dans un monde dans lequel nous, on a fait de la seconde vente. Et donc, on a rajouté des caractéristiques et on est capable de caractériser un dataset de produits de type seconde main avec les outils que l'on maîtrise déjà bien, de pricing, algorithmique, que sais-je. Encore une fois, le but, c'est pas de créer de
l'IA ou des algorithmes pour le plaisir de les faire, c'est de mettre à contribution des choses que l'on sait déjà faire au service d'un cercle et de s'introduire à l'intérieur de ce cercle comme un acteur d'un nouveau maillon qui est le maillon de la chaîne de l'économie circulaire. Voilà. Donc c'est ça en fait la logique. On utilise les techs que l'on connaît, que l'on maîtrise et on s'insère en fait dans un maillage qui est le maillage de la seconde main avec les outils que l'on sait faire. Et on les apporte à des acteurs. Pourquoi je dis ça et pourquoi ça me semble important, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs de la seconde main, c'est-à-dire qu'ils sont en fait des purs players de la seconde main, qui ne sont pas des acteurs deep tech. Finalement, ce sont des acteurs qui ont des convictions et qui sont, eux, à la recherche de technologies. Je pense que notre rôle aussi d'entreprise mature de la tech, c'est aussi d'accompagner ces acteurs-là en leur disant « Attends, on a peut-être déjà la solution, viens, on crée un partenariat ». Typiquement, Paradigme, c'est un partenariat entre une boîte qui est pleine de convictions, d'envie dans la seconde main, à qui on apporte un savoir-faire technologique. Ça répond à la question. Je me tais. Parfait, merci Arnaud. Yves-Laura, chez Rakuten, de la même façon, comment ça se passe? Moi, quand j'entends Arnaud parler, et je sais qu'on en a dans la préparation évoqué le sujet, il y a l'authentification des produits, il y a les sujets de notation des produits. La tech là-dedans, elle vient jouer un rôle. Oui, tout à fait. On a à peu près la même vision. Hein. Finalement, on a déjà des technologies qui sont déjà très robustes avec des équipes. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, une centaine de personnes qui sont engagées pour développer ces technologies. On fait beaucoup de choses en interne. Bien sûr, on va aller chercher aussi d'autres technologies, certains modèles sur étagère, mais ensuite on va aussi travailler sur des modèles open source qu'on va réutiliser et donc adapter, nourrir avec nos propres données. Mais effectivement, en fait, on a la même approche, que ce soit pour le neuf ou la seconde main, et on a aussi la même approche par rapport à tous les risques qui sont liés aux risques de fraude, de contrefaçon. Voilà, on est très engagé de la même façon que pour le neuf. Ça, c'est un engagement qui est fort, parce que quand on vend du neuf, on n'a pas à se préoccuper de la même façon de la contrefaçon. En revanche, quand on vend de la seconde main, on est obligé de se poser la question. Et on l'évoquait en préparation, effectivement, c'est un vrai sujet de préoccupation. Oui, tout à fait. On a une équipe qualité marchand qui est engagée à traquer les annonces avant même qu'une vente soit réalisée. C'est-à-dire que toutes les annonces sont passées au crible. Et donc, on a un certain nombre d'outils de scoring, matching qui nous permettent de détecter très rapidement la contrefaçon. Et aujourd'hui, en fait, 80... C'est par l'analyse d'images? C'est par quoi? Alors, on travaille aussi sur l'analyse d'images. C'est là que l'intelligence artificielle intervient. Ça nous permet d'aller plus loin, mais en tout cas, on a déjà des algorithmes. En fait, on fonctionne avec un système de mots-clés qui nous permet de repérer. En fait, il y a certains critères, certaines choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, comme par exemple certaines adresses IP qui sont similaires ou certains éléments côté vendeur ou bien sur la fiche produit qui nous permettent de détecter ces contrefaçons. Et aujourd'hui, 99% des annonces liées à de la contrefaçon sont interceptées avant même qu'une vente soit réalisée. Donc le risque zéro n'existe pas, hein. On a toujours ce 1% et après, nous on procède à tout un ensemble de vérifications, de contrôles et ensuite, si une contrefaçon est avérée, on rembourse l'acheteur immédiatement et on sanctionne également les vendeurs. Il y a bien la tech qui vient rendre service sur ces enjeux. Arnaud, je te vois hocher de la tête. On donne beaucoup de chiffres aussi ici à l'Axel, mais il y a un chiffre qu'il faut garder en tête. 2021, c'est 9 millions d'articles retirés par la douane en termes de contrefaçon en France. 2022, 11 millions. 2023, 20 millions. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet de contrefaçon qui, pour l'instant, n'est pas un sujet sur lequel on a réussi à cruncher le moyen d'arrêter l'arrivée massive de ces contrefaçons. C'est pourquoi il faut vraiment massivement s'intéresser au sujet de la DPP et le fait de pouvoir à un moment donné assigner un passeport numérique à tout objet textile ou électroménager, ce qui va arriver en janvier 2026, c'est un vrai moyen de lutter contre cette contrefaçon. Et là, c'est de la tech qui va ensuite réassurer le grand public, puisque quand nous, on va pouvoir dire au grand public, au B2C, en achetant chez nous un produit de petit bateau sur lequel tu as un passeport numérique et que l'on rend interopérable à travers notre plateforme, tu peux le revendre en fait, et en revendant, tu revends le passeport numérique avec, et là, tu crées de la réassurance et de la tranquillité dans l'esprit de l'acheteur numéro 2. Ça, c'est un vrai sujet de tech que l'on doit aborder ensemble, nous tous les acteurs.
Justement, chez Petit Bateau, on a des sujets par rapport aux produits, à l'identification des produits, ou c'est un produit qui est tellement mass market qu'on n'est pas dans des sujets de préoccupation comme cela? Non, moi, j'ai pas les mêmes préoccupations que mes deux confrères, parce que du coup, nous, en plus de ça, on a fait le choix de complètement internaliser notre modèle. Donc, en fait, c'est nos vendeuses qui expertisent et qui reconnaissent les articles. Et on ne prend pas un article si on a le moindre doute dessus, donc s'il a plus ses étiquettes, produits, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai moins ces problématiques-là, mais c'est un vrai sujet et c'est très intéressant, je trouve, ce que est en train de faire aussi Arnaud sur le passeport numérique, parce que ça, c'est un sujet qui, quelque part, ça fait cogiter, ouais. a fait cogiter en interne. Oui, complètement. Et ça vient rendre quel service à Petit Bateau? Alors, nous, Petit Bateau, ce qui pourrait être intéressant, c'est si on choisissait de travailler avec des partenaires et que du coup, on voulait pouvoir garantir à nos clients qu'ils achetaient bien nos produits et justement qu'ils ne soient pas floués par rapport à ça. Donc ça peut être une problématique qu'on va rencontrer si on continue de développer notre modèle et si on veut étendre un petit peu notre modèle. Pour le moment, c'est pas une de nos problématiques, mais ça pourrait le devenir. Parce que la philosophie avec laquelle vous gérez la seconde main, c'est de dire que vous allez gérer les flux, vous allez proposer à vos clientes de racheter ou de vendre pour elles leurs produits. Mais malgré tout, vous devez avoir un flux qui vous échappe. Sur les Vinted et autres Le Bon Coin. Oui, ça nous échappe complètement. Et puis, quand on voit le nombre de pièces, c'est des millions de pièces qui sont sur Vinted. Et on s'est posé la question un jour de les capter, ces pièces-là, de se dire, en fait, c'est un marché parallèle sur lequel on est légitime. En tant que marque et en tant qu'émetteur au marché, on s'était posé la question de les récupérer, mais comment ça pose beaucoup de questions et c'était un gros sujet qu'on a décidé d'écarter pour le moment. Mais oui, il y a des très très gros marchés qui sont intéressants à adresser en tant que marque et qui sont même un peu... on les convoite aussi, forcément. Oui, effectivement. Merci pour ce témoignage. La seconde main, on le voit et on le disait en introduction, est une façon de consommer nouvelle, on va dire, au regard de l'histoire du commerce en général. La question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelle mesure il y a une dimension conjoncturelle? Est-ce qu'il y a quelque chose, une redescente à attendre, ou est-ce qu'on est sur un mouvement tellement profond, tellement structurel qu'on est à peu près certain de l'avenir? Bref, comment vous voyez la suite de l'histoire sur la seconde main? Comment elle se développe? Comment elle rentre dans les habitudes ou non? Arnaud? Ah ouais. Voilà. Ok. D'abord, on parle d'économie circulaire, c'est quelque chose, effectivement, c'est un cercle. Et quand tu le pousses, il roule. Normalement, il roule assez longtemps. Moi, je pense qu'il va rouler assez longtemps. Et je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, cette économie circulaire ne serait que conjoncturelle et s'arrêterait. Donc, je pense qu'elle amène à des nouvelles habitudes, qui sont en plus des habitudes qui se parallélisent avec des habitudes aussi digitales. Et finalement, c'est un marché qui se digitalise et donc qui va s'ancrer, à mon avis, dans les mœurs. Dominique, tout à l'heure, tu disais que tu avais une discussion un peu spéciale avec une IA dans un taxi. Moi, j'ai eu une discussion très spéciale parce que c'était avec un humain, je ne suis pas habitué. Et donc, c'était mon chauffeur de taxi il y a une semaine et demie. Et pour le coup, il me disait qu'il était gêné par cette économie-là parce que lui, il me disait, en gros, moi, avant, tous les vêtements dans ma famille, on s'est refilé, les cousins, les amis, il y avait toujours les sacs de vêtements. On disait, tiens, tu as eu des enfants, ils ont tel âge, tiens, c'est les vêtements que j'utilise plus. Et il dit, depuis qu'il y a Vinted et tout, en gros, les gens ont pris l'habitude de remettre des vêtements à 1 euro, 2 euros, et plutôt que de les donner à la famille, en fait, ils les mettent en vente, tout ça, pour gagner 20 euros par mois. Bon, et j'ai trouvé hyper intéressante sa façon de dire ça, parce qu'il donnait un prisme très, très, très humain et sociétal un petit peu passé, en gros, si on continue de faire ça, on perd cette habitude. Donc, mon seul point en ce moment, il est, est-ce qu'il n'y a pas un point de dépassement auquel on va nous s'arrêter pour dire on ne veut pas à tout prix tout revendre et on ne va pas tant que ça vers la seconde main. Voilà, ça pareil, on n'est pas Madame Irma, donc on ne peut pas le savoir. Par contre, je crois au côté vertueux de cette économie. Je crois que ça s'ancre. J'ai le sentiment que ça va s'accélérer et je pense qu'on est dans les bonnes temporalités, mais par contre qu'il faut légiférer parce que ça peut produire des effets de bord très pernicieux sur les contrefaçons. Et là aussi, on y va. Donc tout va bien.
Ouais, donc je suis positif. Tu es positif. Non, mais tu es un personnage positif. On le fait bien. Pour aller plus loin, quand tu dis que ça fonctionne, est-ce que tu te places à l'échelle française, à l'échelle européenne? Parce qu'on a des champions. Le pacte vert européen c'est une dimension européenne avec des actes très forts de 2026 à 2030 qui donnent des résultats pour ensuite arriver à d'autres résultats en 2050. On y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, effectivement, on a des champions européens. On a une Europe qui, là-dessus, pour le coup, s'est entendue, là où, de façon, par exemple, sur l'énergie, elle a du mal à s'entendre. On le voit bien, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne. Mais là, sur ces sujets, pour le coup, de blockchain, de pacte vert, de digitalisation plus verte, on a quand même des pays qui convergent vers des lois européennes. Donc moi, je trouve ça très positif. Le sujet, c'est pas l'Europe. Hein. Sincèrement, on a un vrai sujet qui est entre plutôt l'Asie et l'Europe, et puis pour le coup des États-Unis qui restent en retrait de ces sujets-là. Et quand tu te situes au milieu, l'Europe doit être forte, mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas toujours facile. Flora, le point de vue de Rakuten ou le tien, et les deux peut-être même, sur la suite de l'histoire, comment tu vois se dessiner la seconde main dans le futur? Oui, alors moi je vais donner la perspective seconde main en ligne et sur un marché français. On voit qu'il y a une progression forte donc sur à la fois l'offre et la demande de seconde main. On voit les habitudes de consommation qui se transforment, qui évoluent. Et donc avec deux grosses priorités, c'est le pouvoir d'achat, le fait de pouvoir récupérer du pouvoir d'achat sur tous ces achats qui sont moins onéreux, parce que forcément on a une décote en termes de prix, ça peut aller jusqu'à 50-60% de moins par rapport au prix neuf. Et puis la préoccupation environnementale qui est très forte. Et nous d'ailleurs, on a fait une analyse, on a demandé à un cabinet indépendant de chiffrer l'impact de nos activités de seconde main. C'est le cabinet Utopie qui a pu faire cette analyse et qui révèle que l'ensemble de nos activités de seconde main, ça nous permet d'éviter l'émission de 23 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Donc, si on prend tout en compte, donc on ne se rend peut-être pas compte comme ça, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à 22 000 vols Paris-New York aller-retour. Donc c'est assez conséquent, et donc on est très heureux chez Rakuten d'encourager, de soutenir cette économie circulaire qui est vertueuse. Bon, et donc avec un avenir avec des consommateurs toujours plus engagés dans la seconde main. Chez Petit Bateau, intéressant d'avoir le point de vue du retailer, puisque par l'ADN même d'un retailer, c'est comme de vendre des produits neufs. Hein. Donc, vous avez toujours envie d'en vendre plus, mais la seconde main là-dedans, tu le disais en filigrane tout à l'heure, c'est un peu un passage obligé. Comment vous voyez la suite de l'histoire ? Au-delà du passage obligé, c'est qu'aussi, moi j'espère que ça va un petit peu, que d'autres personnes, d'autres marques vont venir s'engager dans la seconde main, parce qu'en tant qu'émetteur au marché, on a une vraie responsabilité vis-à-vis de la planète et de nos consommateurs. Et nous, chez Petit Bateau, justement, notre volonté, c'était de dire, nos vêtements sont durables, ils sont de qualité, donc pourquoi justement ne pas sacraliser le fait qu'ils peuvent vraiment avoir plusieurs vies. Et que du coup, on rentre aussi dans une logique vis-à-vis de notre consommateur d'une offre complémentaire, puisque effectivement, nous, notre objectif, ça reste de vendre du neuf. On produit du neuf, on veut vendre du neuf à plein prix idéalement, comme beaucoup. Mais en fait, avec notre offre de seconde main, on vient répondre à des vraies problématiques aujourd'hui, qui sont que le pouvoir d'achat baisse, l'inflation augmente, les clients ont aussi des aspérités écologiques quand ils ont envie d'acheter des vêtements. Donc en fait, notre offre de seconde main, elle est bien vraiment en complémentarité de notre offre du neuf. On le remarque aussi dans les habitudes de consommation de nos clients, c'est que vraiment ils viennent acheter de la seconde main en complémentarité du neuf, parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient en neuf, parce qu'en seconde main c'était un petit peu moins cher, et qu'en plus de ça, comme ça, ils font entre guillemets une bonne action.
Et justement, sur le futur, j'espère que ça va vraiment devenir un peu un modèle suivi par plus de marques, tout en évitant justement le greenwashing, parce qu'on parle beaucoup de la contrefaçon, mais moi aussi, ce qui m'attriste, c'est qu'on a beaucoup sur la mise au marché de la seconde main des produits de très mauvaise qualité. Et justement, certaines entreprises s'engouffrent dans la brèche en se disant « Ah c'est super, ça me fait limite un nouveau levier marketing ou un nouveau levier de vente de dire que je fais de la seconde main ». Mais les produits ne sont pas bons et ne sont pas de bonne qualité. Donc j'espère aussi que la loi va aussi un petit peu aller dans ce sens-là et légiférer pour retirer tous ces entre guillemets mauvais produits du marché de la seconde main qui viennent un peu desservir aussi tout le modèle, je trouve. Et c'est d'autant plus difficile pour des marques comme Petit Bateau qui ont à cœur de bien faire les choses et à cœur de proposer des articles de bonne qualité, de voir un petit peu leurs articles noyés avec d'autres articles de mauvaise qualité. Donc j'espère que la loi va aller dans le bon sens aussi et va nous aider. Merci Santiane pour ce commentaire. On arrive au terme de cette table ronde. On va retenir que finalement, la tech dans la seconde main, c'est aussi la seconde main de la tech, c'est-à-dire la réutilisation de ce qui a déjà été développé et l'optimisation des technologies mises à disposition dans les organisations. C'est finalement intéressant de pouvoir conclure que la tech, elle a aussi une seconde vie. C'est un business qui nécessite des investissements, de comprendre des mécanismes intéressants. Il y a de la gestion de flux, on n'en a pas beaucoup parlé, mais sous-entendu, derrière, il y a quand même beaucoup de gestion de flux, que ce soit en e-commerce comme en retail physique, avec un avenir qui s'annonce finalement, on l'avait tous un peu deviné, assez radieux pour la suite. Ça rentre dans les habitudes. Peut-être qu'aujourd'hui, finalement, la pression inflationniste, bref, la sensibilité au prix, vient servir la cause de la seconde main et que les enjeux de durabilité sont peut-être au second plan. Mais peut-être aussi vont-ils repasser en premier plan une fois une crise économique ou sortie. Donc on va dans la bonne direction. Merci beaucoup Santiane, merci beaucoup Flora, merci beaucoup Arnaud.